This is my passion. I love ride and race motorcycle. Et bonjour, bonsoir et bienvenue à tous dans ce nouvel épisode de La Boîte à Clapper, le podcast qui décrypte, analyse et décortique l'actualité et les courses MotoGP. Il y a eu un Grand Prix ce week-end sur un magnifique circuit, donc forcément on est là pour en parler, pour vous dire ce qu'on en pense, et pour ce faire, comme d'habitude, l'équipe est au complet. Monsieur Adrien, comment ça va ? Eh ben bonjour à tous, ça va bien. On était sur un beau circuit. Je pense que ça va être un de mes circuits préférés de la saison, donc ça n'était pas mal. Ça, je pense que pas mal de gens seront d'accord avec toi. Je propose qu'on fasse une petite pétition pour demander à la Dorna à ce qu'il soit mis de manière officielle au calendrier tous les ans. Voilà, À la il est place juste du plus Qatar. beau. Voilà, à la place de celui qu'ils veulent, il est juste plus beau que tous les autres, donc je vois pourquoi on s'embête. Hein. Mais bon, c'est un autre débat. Monsieur Yvan, comment ça va ? Ah ça va, nickel. C'est vrai que le circuit est quand même bien. Ça, à la place d'un des 38 Grands Prix d'Espagne, ce serait bien. Quoi. Ce serait pas mal, ouais, on est d'accord. Au pire, on en reparlera un petit peu du circuit, même si on a déjà donné notre avis l'année dernière, mais s'il y a des gens qui nous ont pas écoutés, on dira ce qu'on en pense. Avant de commencer avec le débrief des actualités des courses qu'on a eues aujourd'hui, du coup, à Portimao, Moto3, Moto2, MotoGP, je vous propose qu'on enchaîne tout de suite sur un énorme débat, qui est les qualifications MotoGP. On a eu pas mal de polémiques, notamment ce week-end, avec en Q2 Pecco Bagnaia qui va claquer un temps stratosphérique et coller 4 dixièmes à Fabio Quartararo pour prendre la pole. Sauf que Miguel Oliveira est tombé quelques petites dizaines de secondes, une petite vingtaine de secondes avant lui dans un virage. Il le voit pas, il y a drapeau jaune, sauf que le drapeau jaune est complètement à l'opposé du virage. Il ralentit pas sous drapeau jaune. Du coup, temps annulé. Qu'est-ce qu'on peut faire pour ça ? Nous, on en a vite fait parler la semaine dernière. On voulait en débattre cette semaine de ce qu'on appelle la Superpole. Alors la Superpole, c'est quoi ? C'est ce qui est en place en Superbike. Un système de qualification qu'ils utilisent depuis assez longtemps d'ailleurs, qui est très spectaculaire, où en fait, les 15 meilleurs des séances libres cumulées du début du week-end vont faire chacun 3 tours pour déterminer l'ordre du départ sur la course le lendemain. Surtout, arrêtez-moi si je dis une bêtise, parce que comme je suis pas le Superbike, c'est pas facile, mais il me semble que c'est comme ça. Donc on se demande pourquoi ce système n'est pas instauré en MotoGP. Ça donne énormément de spectacles, et ça pourrait éviter ce genre de problème avec un pilote qui voit son temps annulé parce qu'il y a un pilote devant lui qui est tombé, ou des choses qui sont vraiment frustrantes. On a vu Viñales et donc Bagnaia avoir ce type de problème. Messieurs, je vous lance tout de suite. La Superpole, est-ce que il faudrait l'instaurer en MotoGP ? Pour moi, oui. Parce que ce serait plus spectaculaire. Enfin, pour avoir suivi à une époque le Superbike, c'était agréable à regarder en tout cas. Et parce que le problème, c'est que si tu regardes toutes les séances, des fois il se passe rien, il y a personne en piste ou un mec qui court tout seul. Et ils sortent souvent pour les 5 dernières minutes, voire les 2 dernières minutes, donc c'est un peu du temps perdu, quoi, je trouve. Enfin, c'est pas très spectaculaire. Enfin, si, les 2 dernières minutes sont bien, ça s'affole, mais bon, c'est un peu... moi, je trouve que c'est à revoir, après, c'est mon avis. Alors, on va voir comment on peut organiser ça, mais globalement, toi, Adrien, est-ce que tu penses que la Superpole, ça vaudrait le coup que ça arrive en MotoGP ? Ouais, ça pourrait être pas mal. Bah, déjà, ça ferait un changement dans le championnat moto, ça nous ferait voir autre chose. Et après, comme l'a dit Yvan, là, de plus en plus, les séances qualif, bah, il y a vraiment, sur 15 minutes de qualif, il y a vraiment 4 tours à fond, quoi. Et encore, quand ils font 4 tours, qu'ils attendent pas vraiment le dernier moment. Donc ça pourrait être un autre format, ça pourrait être pas mal. Et puis ça éviterait ensuite ces polémiques de drapeau jaune pas vu. Alors vu ou pas vu, ils ont fait un règlement, donc faut s'y tenir. Et puis après, ça éviterait les autres polémiques de oui, machin, il a pris l'aspiration, donc c'est pour ça qu'il a fait un meilleur temps que les autres. Enfin, ça pourrait éviter plein de choses comme ça. Seul en piste, il y a juste à se battre avec sa moto et le chrono, et puis basta. Ouais, il y a aussi cet aspect, on en a longuement parlé la semaine dernière, ou il y a 2 semaines, sur le temps qu'avait réussi à faire Rossi sur le premier Grand Prix en se mettant à l'aspiration de Bagnaia. Ça permettrait de régler ce problème aussi, donc je comprends pas trop que ce soit pas, peut-être que ça l'est et qu'on ne le sait pas, mais je comprends pas que ça soit pas envisagé par les instances de l'Ardorna de mettre quelque chose en place comme ça. Alors aujourd'hui, le système de qualification, il est pas très compliqué. Il y a 3 séances d'essais libres qui déterminent les 10 pilotes qui vont directement se qualifier en Q2. Ensuite, tous les autres passent par la Q1 et les 2 meilleurs de la Q1 vont en Q2 pour faire 15 minutes d'essai et se qualifier.
Ce système, il est en place depuis 2013. Alors effectivement, ça ferait un petit changement. Moi, je suis globalement d'accord avec vous. Ça réglerait, ça ferait des qualifications très spectaculaires. Si on obligeait alors je pense qu'il faudrait le mettre uniquement pour la Q2. Les mecs de la Q1, tu la touches pas, tu la laisses comme elle est, et les deux meilleurs passent en Q2, et les 12 pilotes qui sont en Q2, ben, ils ont 2 ou 3 tours chacun, ils partent dans le sens inverse des meilleurs temps qu'ils ont réussi à faire sur les 3 premières séances d'essai libre, et ils ont 3 tours pour claquer une pendule, quoi. Je pense que c'est beaucoup plus spectaculaire, les mecs auraient quasiment pas le droit à l'erreur, et là, il n'y a pas d'excuse bidon, il n'y a pas de drapeau jaune, il n'y a pas d'aspiration, il n'y a rien, quoi. Donc, ouais, moi, je pense que ce serait à faire. Globalement, ce serait intéressant. Puis surtout pour les autres catégories. Parce que là, tu voulais qu'on parle que du MotoGP, mais moi, je voudrais revenir sur le Moto 3. Où le Moto 3, on voit que malgré les pénalités et tout, les mecs font toujours les mêmes bêtises et s'attendent en piste. Et là, ça devient vraiment dangereux par contre. Alors, ouais, je pense que t'as raison, que ce serait aussi une bonne solution pour régler ce problème en Moto 3. Après, ça va poser un autre problème si tu le mets sur les 3 catégories, c'est un problème de temps. Parce que forcément, Ouais. ça prend plus de temps qu'une séance de qualification normale. Et si tu le fais juste sur le MotoGP, je pense que c'est gérable. Parce que ça veut dire que sur une Q2 qui dure 15 minutes, tu vas peut-être aller jusqu'à 25-30 minutes. Grosso modo, peut-être un peu plus, mais c'est encore gérable. Si tu fais ça sur toutes les Q2 de toutes les catégories, des 3 catégories, Il faut ça commencer le reste. jeudi. Bah voilà, c'est que Mm. ça va se finir à minuit le samedi soir, ça va être l'enfer. Donc c'est pour ça aussi que ça doit. Alors il y a juste un truc qui moi me dérange avec ce processus, c'est que s'il pleut en plein milieu de la qualification de donc la Super Pole, c'est-à-dire que les 3 mecs qui ont réussi à faire leur temps au début sous le sec vont forcément partir premiers et les autres vont être lésés. Ça, Ouais, c'est ce que j'y ai pensé aussi. Ça peut être le problème. Mm. Après, faudrait qu'on aille plus voir ce qui se fait en Superbike du coup. Parce qu'ils ont les ouais, mêmes contraintes climatiques. Mais bon, on n'a pas envie d'y aller voir. Donc, ce manque de respect. Bah, Après, ils partent que pour un tour, hein. C'est un tour de chauffe et crac, quoi. C'est un seul tour et voilà, hein. ouais, bah ils ont 3 tours, un tour de chauffe, un tour de qualif et un tour de décélération en vrai, c'est ça quoi. Voilà, ouais, mais il y en a qu'un, ouais, un tour qui compte, quoi. Donc, faut Donc pas se louper, quoi. bon, je sais pas. Alors c'est forcément pas parfait, ça a des défauts, mais ça mérite au moins d'être étudié. Donc je vais en Mm. parler à Carmelo Espeleta la prochaine fois que je vais le croiser. Je pense que on te fait confiance. j'ai son oreille, donc ça devrait aller. Messieurs, je vous propose qu'on enchaîne avec les débriefs des courses du week-end et en commençant par la Moto 3. Est-ce que vous êtes prêts? Oui. Eh ben c'est parti, Moto 3. Alors, Moto 3 sur ce super circuit de Portimao, donc on va en reparler, on en a parlé l'année dernière, mais on va redire ce qu'on en pense vite fait. Adrien, je t'écoute, pourquoi c'est devenu ton circuit préféré d'un coup là? Bah, parce que déjà, je l'ai découvert l'année dernière, je le connaissais pas. Et enfin, moi, je le trouve génial. L'environnement est beau. Le circuit, c'est le circuit où il y a le plus de dénivelé de la saison. Il est technique. On reviendra après en parlant de la MotoGP, mais on voit bien que sur certaines portions du circuit, une moto qui est plus agile va avoir des préférences, va être plus à l'aise dans certains secteurs, alors que sur d'autres parties plus rapides. Enfin, non, c'est un circuit que ouais, j'aime bien, qui est mixte, on va dire. Yvan, je t'écoute, un petit avis sur le circuit de Portimao? Bah, il est bien. Il est, voilà. Alors, Merci. Non, non, et puis, ouais, il est spectaculaire. Parce que ça grimpe pas mal. Il y a des virages en appui, un peu relevés presque. Enfin, c'est. Non, vraiment pas mal. Et il y a de quoi. Il y a plusieurs freinages sympas pour de la bagarre, pour donner des bonnes positions pour doubler. Et la fin est bien aussi. Le grand virage, là, ça peut être sympa. C'est pas trop vu cette année ou l'année dernière, je crois, mais ça peut faire des belles arrivées aussi, quoi. Avec l'aspi un peu, ouais, hmm, ça peut être bien. globalement, je suis d'accord avec vous, c'est un super circuit. Après, je trouve que le seul défaut, c'est que on en a parlé l'année dernière et il nous avait fait mentir parce qu'il y a eu des belles courses, mais il est un peu mono-trajectoire. On l'a vu sur les courses, la course Moto 3 cette année, elle a été plus calme. Donc Mm. c'est moins simple de doubler sur circuit que sur d'autres, même si c'est pas impossible non plus. Après, il est magnifique. Le premier freinage, franchement, après la descente, il est vraiment incroyable, je trouve. L'espèce de Ouais. partie après, je crois que c'est le virage 8 où ça saute, ou les virages à l'aveugle. C'est un circuit de gros cœur.
Et c'est vraiment intéressant. Il dénote par rapport aux autres circuits, donc il faudrait vraiment qu'il soit au calendrier de manière pérenne. Bien joué. Ah, pas mal, hein, ça vaut la coupe, ça. Moto 3, Paul de Mignot. On l'avait pas vu sortir, Andrea Mignot. Bon, il faisait pas un début de saison incroyable, et là il sort une pole, donc plutôt pas mal. Comme je l'ai dit, la course va être assez calme. Alors assez calme. Par rapport aux deux courses qu'on vient de vivre au Qatar, c'était compliqué d'avoir des courses encore plus mouvementées. Mais ouais, même pour une course Moto 3 de manière générale, elle va être assez calme. Il y a plusieurs pilotes qui vont partir des stands, notamment Alcoa et McPhee pour les raisons que l'on sait. Hein, c'est pas bien de se battre dans le bac à gravier. Mais et Binder aussi va partir des stands. Alcoba et McPhee c'est pire, même Binder va partir lui normal des stands entre guillemets. Alors que Alcoba et McPhee vont être obligés d'attendre chacun 5 et 10 secondes. Donc là franchement ils ont dû vraiment être vénères. Et même si ça a été une course plutôt calme, il y a eu pas mal de chutes. Toba, Fernandez, Suzuki, Artigas, avec des accrochages, des chutes, ça a donné des longues laps. C'était un peu bizarre comme course, j'ai trouvé. Derrière, du coup, bagarre entre Denis Foggia et Pedro Acosta. Et oui, encore lui, il est juste arrivé, mais je pense qu'il faut commencer à retenir son nom. Il va faire une course assez propre, il va rester derrière Foggia qui va mener toute la course. Foggia va se dire, bon, bah, je pense que il avait l'air d'avoir un peu la confiance en se disant que ça allait être possible pour lui. Pas du tout. Pedro Acosta va lui faire une attaque dantesque. Franchement, son attaque elle est magnifique. Il arrive d'hyper loin. Et derrière, même au moteur, Foggia n'arrivera pas à passer dans la ligne droite. Il gagne pour 51 millième. Messieurs, je vous lance tout de suite. Pedro Acosta, qu'est-ce qui se passe là? Faut de l'envoyer tout de suite en MotoGP ou quoi là? Peut-être pas la MotoGP, je suis pas sûr qu'il touche par terre, mais attention à lui. C'est la grosse surprise de la saison là. Personne l'a vu venir. Et non, franchement bien joué. Il a su gérer la course comme tu l'as dit derrière Foggia. On voyait qu'il pouvait le doubler dans la ligne droite, mais il restait derrière. Je pense que en début de fin de course, en début de fin de course, ouais. Ouais, bien. Démerdez-vous avec ça. T'inquiète, on a Il, compris. il a failli se faire un petit peu déborder parce qu'à force d'attendre, Foggia avait pris un petit peu d'avance. Et après, non, mais il a su revenir. Et je pense qu'il a fait craquer son coéquipier aussi, Jaume Mazia, qui est tombé. Ouais. Alors, on va en parler. Effectivement, à quelques tours de l'arrivée, alors qu'il revenait assez fort, son coéquipier tombe. Donc, Jaume Mazia tombe à 3 tours de la fin ou 2 tours de la fin, quelque chose comme ça. Yvan, je t'écoute. Pourtant, c'était ton pronostic de course et de début de saison. Là, il est en train de craquer sous la pression du petit rookie, là. Ah, craquer, peut-être pas, mais bon, on verra. Mais c'est vrai quoi, il lui met la pression, le petit, hein, ça. C'est clair que là, attention. 2 victoires, un podium sur 3 courses. Bon, c'est compliqué de faire mieux. Bah, alors, c'est le premier pilote à enchaîner 3 podiums sur ses 3 premières courses depuis Daijiro Kato. Donc, c'est une belle compagnie. Ça va, Euh, ouais. Après, comme on le dit tous les week-ends, Aki Ayo, respect, hein, parce qu'on va en reparler après en course Moto 2, il fait des choix de pilote, vraiment, bah, y a rien à dire, c'est parfait. Donc même s'il était beaucoup critiqué au début de la saison. Alors je vous fais un peu le classement, victoire d'Acosta devant Foggia et Andrea Mignot qui va réussir à accrocher le podium. Ayumu Sasaki sur la Tech 3 finit quatrième, donc ça c'est pas mal. Gabriel Rodrigo finit 5 après un long lap. Il a jeté par terre Xavier Artigas, voilà. Artigas, ouais. Ouais. Nicolo Antonelli 6ème qui fait une super course parce qu'il partait très très loin pour avoir raté ses qualifications. Fenati, la personne âgée du plateau qui finit 7ème. Sergio Garcia 8ème. Jaume Mazia 9ème. Bah non, pas du tout, Jaume Mazia 9ème. Pas du tout. Et Ryuze Mayamanaka 10ème. Donc je pense qu'il y a une petite erreur dans ce que j'ai relevé, mais c'est pas grave. Du coup, alors si j'ai un petit mot pour Jason Dupasquier qui partait très très loin aussi, le Suisse qui finit 12ème, qui a fait une belle course. Là, les pilotes qui sont partis des stands ont été beaucoup moins à la fête que la semaine dernière. Je pense que ça devrait les calmer un peu. Parce que la semaine dernière, ils se sont peut-être dit, oh mais non, mais on arrive à gagner quand même en partant des stands. Et là, ça s'est pas passé comme il y a 2 semaines. Donc ça devrait peut-être les calmer un peu. Donc ça, c'est bien. Et je vous propose qu'on parle un peu de notre Français, Lorenzo Felon, qui termine 22ème. Derrière lui, il y a que John McPhee et Zan Guevara qui, si je ne me trompe pas, sont tous les deux partis des stands. Il a, depuis le début de la saison, donc 3 courses, à chaque fois les séances d'essai qui vont avec, on ne l'a pas vu. Il termine dernier quasiment à chaque fois. Je vous écoute, messieurs. Est-ce que c'est inquiétant ou est-ce qu'il faut lui laisser un peu de temps pour que ça commence à venir? Moi, je suis pas forcément inquiet.
Parce que il est là pas par hasard complètement non plus. C'est bon. Il est dans un team costaud qui est quand même voilà, c'est pas n'importe quel team. Et il a un contrat de 2 ans aussi, ça qui est intéressant. Puis bon, et il a que 16 ans, mais bon, certains sont plus prêts que d'autres à cet âge, donc bon, à voir quoi. Mais au moins il finit les courses, il tombe pas, c'est déjà bien. Alors ça, c'est vrai. Ouais. Ça, c'est vrai. Au moins, il fait des kilomètres, il finit les courses, il prend de l'expérience. Mm. Ça, c'est sûr, on peut pas lui jeter la pierre là-dessus. Adrien, je t'écoute. Un petit mot sur Lorenzo Felon? Bah, moi, je suis un petit peu plus inquiet qu'Yvan, quand même. Parce que bon, ok, il a 16 ans, il débute, je suis complètement d'accord. Mais après, on l'a vu nulle part, quoi. On l'a ni vu en qualif, il a jamais, pour le moment, il s'est pas encore montré. Alors, est-ce qu'il est patient, est-ce qu'il prend le temps d'apprendre, je sais pas, mais après, il est pas dans un team ridicule, hein. Donc, il a de quoi progresser, mais c'est pour le moment, je m'attendais à mieux, à un meilleur départ. Ouais, je suis assez. Alors, je vais, je pense, mon avis va se placer entre les deux vôtres. Je suis d'accord avec toi, Yvan, il faut laisser du temps. Le mec, il est vraiment très très jeune. Tout le monde n'arrive pas prêt comme un Pedro Acosta, ça c'est sûr. Donc, il faut qu'il fasse des kilomètres, qu'il engrange de l'expérience. Après, comme tu l'as dit, Adrien, 3 courses, toutes les séances d'essai qui vont avec, on ne l'a pas vu. Le mec, c'est dernier quasiment tout le temps, ou avant-dernier. Donc, ça commence à faire peur qu'il arrive même pas à faire un petit coup d'éclat à un moment donné, à faire une séance, à accrocher un top 15 ou un top 10 sur une séance d'essai libre, quoi. C'est ça que moi, je trouve inquiétant. Il a 2 courses qui arrivent. Alors après, on a fait 2 courses au Qatar, il connaissait pas le circuit. À Portimao, je ne sais pas, peut-être qu'il le connaît, mais c'est pas un circuit sur lequel il a beaucoup roulé, je pense. Par contre, on arrive à gérer au Mans, ça c'est des pistes qu'il connaît. Là, faut commencer à se montrer un petit peu. Mm. Il a un contrat de 2 ans, comme tu l'as dit. On a vu par le passé que les teams Moto 3, Moto 2, Moto GP, ils font pas dans la dentelle. S'il fait dernier Oui, toute la oui. saison, Mm. crois-moi bien que son guidon, il l'a pas l'année prochaine. C'est quasiment sûr. Donc là, Jerez Le Mans, il faut se montrer et faire des petits coups d'éclat, quoi. Et les coups d'éclat, c'est pas pousser tout le monde, hein. C'est doubler des gens. Messieurs, je pense que c'est pas mal pour une course Moto 3 qui était pas insipide mais proche. Donc je vous propose qu'on enchaîne avec une surprenante course Moto 2. C'est parti. Et c'est parti donc pour la course Moto 2 qui, comme je l'ai dit, était assez surprenante. Alors la meilleure course de l'année, c'est sûr, parce que les 2 courses au Qatar étaient ennuyeuses à mourir. Même l'année dernière, je pense pas qu'on ait eu des courses aussi intéressantes. Là, il y a vraiment eu pas mal de bagarres. Paul de Samloz, dont la course va durer 800 mètres, à peu près, et qui va faire un espèce de high side vénère dans le premier virage. Comme je l'ai dit sur les réseaux sociaux, Thomas Pesquet, faut c'est pas la peine qu'il monte dans SpaceX. Samloz a trouvé la solution hein, pour monter dans les étoiles, il n'y a pas de problème, hein. C'est assez rassurant qu'il soit pas fait mal parce qu'il monte très très haut, il monte assez vite, la moto lui retape dedans en glissant. Donc, donc tant mieux qu'il soit pas fait mal. Yvan, je t'écoute, toi tu nous as parlé des chutes de Sam Lowe, je crois que tu lui as porté le mauvais œil ou en fait c'est dans sa nature? Non, mais là, bon, c'est une chute un peu au départ. Bon, il partait très fort et il a dû freiner pour éviter, je sais plus quel pilote devant lui, mais bon. Le problème, c'est que c'est le plus vieux de la catégorie presque. Enfin, tu vois, il devrait avoir plus d'expérience pour éviter ça, quoi. Donc voilà. Je me méfie. Pour le titre, ça va être compliqué, quoi. Enfin, après, il est fort, hein. Les 2 dernières courses, il les a gagnées, hein, mais bon. Ouais, voilà, exactement. C'est le problème, c'est des chutes. Alors celle-ci, bon, comme tu dis au départ, il fait un high side et tout. C'est des chutes qui arrivent entre guillemets. Il poussait fort. Bon, voilà, faudrait pas qu'il retombe dans ces travers de chute un peu à la con où il perd l'avant tout seul alors qu'il est 2 ou 3e. Comme à, comme à Valence les dernières, quoi. Exactement. Du coup, chute du poleman, ça crée un petit, il y a un petit groupe qui s'échappe. Alors, on va avoir une bagarre à peu près toute la course qui va durer entre des mecs, Joe Roberts, Rémi Gardner, Marco Bezzecchi, Aaron Canet, Raoul Fernandez. Je crois pas que Oui. j'en oublie. Ces 5-là vont se battre à peu près toute la course avec des dépassements. C'est eux qui vont nous faire la course Moto 3. Très clairement, il n'y a pas eu beaucoup de dépassements en Moto 3, mais c'est eux qui vont la faire. Bezzecchi s'échappe un petit peu, il arrive à avoir jusqu'à 1 seconde 5 d'avance, mais Rémi Gardner repasse derrière Joe Roberts et lui dit non, 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 mon pote, tu vas aller nulle part. Il le récupère et après, ça va être vraiment assez dur pour Marco Bezzecchi, qui va chuter dans le classement.
jusqu'à chuter jusqu'à pas très très loin non plus, mais il va jamais avoir l'opportunité de se battre pour la victoire, du moins on en aura l'impression. Derrière Garner, c'est à peu près le même problème, et au final on va avoir une bagarre entre Joe Roberts, Aaron Canet et Raúl Fernandez qui vont s'échanger la première, la deuxième et la troisième place plusieurs fois. Ça va être vraiment vraiment sympa, vraiment intéressant. Du coup, bagarre entre trois mecs qui ont jamais gagné, donc on était à peu près sûr d'avoir une victoire inédite d'un pilote. Raúl Fernandez, à 3-4 tours de la fin, il dit bon, ouais, les gars, vous êtes bien gentils, mais moi, je vais m'arracher de là. Il va réussir à s'échapper pour aller gagner avec 1 seconde 6 d'avance devant Aaron Canet, surprenant Aaron Canet, on va en parler. Rémi Gardner qui revient et qui fait une attaque très limite sur Joe Roberts pour la troisième place, on va en parler aussi. Augusto Fernandez 5e devant Marco Bezzecchi 6e, Xavier Viré 7e, Hector Garzo 8e, Cameron Bobir 9e qui fait une super course et Marcel Schrotter 10e. Messieurs, première question, est-ce que actuellement Aki Ayo est en train d'aller jusqu'à Jerez en faisant l'hélicoptère avec son sexe? Je sais pas, je veux pas savoir ce qu'il fait avec son. Est-ce qu'il y a Mais des grandes pales? Parce que s'il y là, avait un s'il y c'est avait bon. un ch- Est-ce qu'il est plus sur un drone ou un hélicoptère de l'armée? Parce qu'on veut vraiment savoir ça. Non, mais s'il y avait un championnat au recrutement, ça serait le premier, je crois. Ouais, Parce je pense, que ouais. Moto 3, bah, son tout jeune pilote gagne. Bon, l'autre tombe, mais c'est pas, ça arrive. Et là, en moto 2, il met ses deux motos sur le podium. Hmm. Donc, niveau recrutement, il est pas mal. Puis Raúl Fernandez, enfin la marche, lui, il a bien compris comment ça marchait, quoi. Il y a plein de gens qui disent il y a un fossé entre la moto 3 et la moto 2, lui il l'a même pas vu. Non, Il y a un il l'a quoi? juste Problème. enjambé, lui. Je connais pas. Mm. Yvan, je t'écoute. Est-ce que l'attaque de Gardner dans l'avant-dernier virage sur Joe Roberts, elle est virile ou elle est avant ou après la limite? Ah, un peu après quand même, je trouve moi. Quand l'autre est obligé de s'écarter complètement comme ça et qu'il y a eu contact, quoi, plus ou moins. Je sais plus, Hmm. mais enfin ouais, moi c'est un peu limite, je trouve, mais bon. Après, c'est dans le dernier tour. Et du coup, je voudrais qu'on parle aussi d'Aaron Canet, qu'on n'avait pas trop vu. Je trouve qu'il y a une saison rookie assez décevante et qui là va accrocher la deuxième place sur une Bosco Scuro. Je sais pas, ils devraient choisir des noms encore plus compliqués pour leur moto, sans déconner. Messieurs, je vous écoute, on est plutôt content de voir Aaron Canet à ce niveau, non? Ouais, ouais, on est content de le voir revenir. Parce que je crois que si je me dis pas de bêtises, l'année dernière, il a pas eu une saison facile. Je crois Non, alors, il a eu le ouais, Covid, un truc comme ça, non? non, mais bon, il a perdu un doigt un bout de doigt dans un accident et tout de suite, ça y est, quoi. Franchement, les mecs, ils se Non, plaignent mais pour ça, rien. c'est pas grave. Donc oui, il a eu une saison pas Ouais, enfin, il a eu facile. une saison de merde et non, mais du coup, c'est bien de le voir revenir parce que c'est quelqu'un qui est talentueux quand même. Ouais, je suis assez d'accord. Moi, c'est un pilote, je sais pas trop quoi en penser. Je trouvais que l'année dernière, il m'avait déçu. Alors, sorti de ce problème, effectivement, on peut pas lui jeter la pierre d'avoir du mal après ça, mais même avant, il a eu du mal à se mettre en route. Là, vraiment, il montre, je trouve qu'il a fait une super course, incisif, saignant, des dépassements vraiment vénères. Il s'est affirmé, donc c'est vraiment top. On espère pour lui qu'il va continuer sur cette lancée. Pour finir sur la Moto 2, je voudrais qu'on reparle une nouvelle fois de Marco Bezzecchi. Après 2 quatrièmes places au Qatar, on voyait en début de course qu'il partait pour jouer la victoire et finalement pas du tout. Il finit 6e. Yvan, je t'écoute, Bezzecchi, enfin là maintenant faut se réveiller. On s'est posé la question la semaine dernière s'il fallait. Là, je pense qu'on se pose plus la question. Il faut maintenant. Bah, c'est peut-être les pneus, là, peut-être un mauvais choix, parce que quand t'es devant et que tu mets une seconde aux autres, et après que tu repères, il y a peut-être un souci de pneus, je pense, ou de Possible, ouais. gestion de course, je sais pas. En tout cas, il a la vitesse, quoi. C'est pas comme s'il était resté cinquième tout le temps ou sixième, là, bon. Il y a un problème de régularité, peut-être, à gérer, je sais pas. Là, À voir. En tout cas, j'ai pas le classement sous les yeux, mais de mémoire, c'est les deux Aki Ayo qui sont en tête du championnat, de Rémi Garner devant Raúl Fernandez. Donc bon, je pense qu'ils sont partis tous les deux, à part Sam Lowe, ce qui va pouvoir vraiment les gêner. Si Hmm. Marco Bezzecchi se réveille pas rapidement, ils sont tous les deux partis pour se battre pour le championnat, je pense. Messieurs, je vous propose qu'on enchaîne tout de suite avec le plat de résistance. Est-ce que vous êtes prêts? Oui, monsieur. Allez, c'est parti, MotoGP.
Alors, le week-end MotoGP qui s'est pas très très bien déroulé pour tout le monde. Jorge Martin a pris un énorme volume sur une séance d'essai libre, je ne sais plus laquelle. FP2 ou FP3, je ne me souviens pas. Mais en tout cas, c'est une très 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 grosse chute. Il va faire plusieurs roulés-boulés bien vénères dans le bac à gravier. Résultat, commotion cérébrale, fracture du métatarse et de la malléole. Donc c'est le poignet lâché, hein, si vous avez jamais vu un épisode de Doctor House. Ben là, forcément, unfit pour la course. On espère qu'il sera de retour, mais ça pue. Son accident, il faisait un peu peur quand même, non? Ouais, j'ai vu la chute tardivement en fouinant sur internet, mais ouais. En fait, je pense là où il s'est fait mal, c'est quand il passe la limite goudron bac à gravier. Ouais. Il était coincé sous la moto et ça l'a fait rebondir méchamment. Et ouais, c'est pas des chutes qu'on aime voir. Enfin, on n'aime pas voir de chutes, mais sur celle-là en particulier. Surtout les chutes d'une telle violence, ouais. Donc comme on le disait au début en parlant de la pole, Bagnaia qui fait un tour monumental, mais qui est déclassé parce que drapeau jaune, qui va partir 11e. Alors c'est pas comme s'il se retrouvait 3e au lieu de premier, il se retrouve 11e au lieu de la pole. Alors là je pense qu'il devait avoir un sum interstellaire. Donc pole de Quartararo, un 11e pole de Quartararo dans sa carrière. Tout à l'heure je l'ai pas évoqué quand on a parlé de la Super Pole, je l'avais dit vite fait la semaine dernière. Je pense que si la Super Pole entre en vigueur en MotoGP, il va toutes les prendre ou presque. Bah, il roule tout seul à chaque fois. Et puis sur un tour, il est trop fort. Mm. Sur des rythmes de course, des fois il a du mal, on l'a vu. Bon là ça fait 2 courses qu'il est vraiment très fort, mais il peut être un peu plus irrégulier sur la gestion de ses pneus, c'est pas toujours simple. Mais sur un tour, juste en vitesse pure, il est trop fort. À part, à part Vignales aussi des Marquez, fois. comment? Vignales aussi des fois. Vignales, il faudrait que ça dure qu'un tour la course, en fait. Alors Marquez aussi, on a un peu oublié, hein, mais Marquez sur un tour c'est quand même très très fort, donc ce serait de la Oui. concurrence, mais enfin je sais pas, je le vois vraiment imprenable sur ce genre d'exercice. On en reparlera si jamais ça se produit. Donc Paul de Quartaro devant Alex Rins qui fait une super qualification avec sa Suzuki qui se qualifie deuxième et Johan Zarco qui monte à la troisième place après la déclassification de Pecco Bagnaia. Départ et ben en fait il se passe exactement ce qui doit se passer. La Ducati part comme une fusée et Zarco fait le all shot. Il va réussir à faire pas mal de tours en tête, hein, j'aurais dit 5 ou 6 de mémoire, Ouais. voire un peu plus. Mais ça va être compliqué pour lui de tenir les deux Suzuki parce que Mir, lui, réussi à faire un super départ. Il a les deux Suzuki dans l'échappement. Et c'est vraiment trop trop compliqué. Alex Rins réussit à le passer. Derrière, Quartaro a un peu raté son départ. Un peu. Il se retrouve 5-6 et il se met en route gentiment. Et quand il se met en route, par contre, ben là, Poussez-vous. ça fait, il fait le ménage, il remonte tout le monde, il double Mir, il double Zarco, il double Rins, il essaie de s'échapper, mais Rins fait, c'est pas comme ça que ça va se passer. Derrière, chute de Jack Miller. Alors, je l'ai un peu taclé sur les réseaux sociaux et on m'a rappelé qu'il s'est fait opérer du syndrome d'éloge il y a 2 semaines. C'est pas faux. Sauf qu'en fait, la carrière de Jack Miller, on a l'impression que c'est une post-opératoire du syndrome d'éloge, ça fait 5 ans. Donc, il s'est fait opérer du syndrome d'éloge il y a 2 semaines. Oui. Mais en fait, ça fait 5 ans que c'est la galère. Il se fait Donc, opérer toutes les 2 semaines, peut-être, on sait pas. non mais, voilà, c'est exactement mon point. Mm. Oui, sur cette course-là, effectivement, on peut retenir ça. Mais j'ai l'impression que c'est la même merde depuis longtemps. Donc là, Jack Miller, va falloir se réveiller parce que Johan Zarco fait la saison qu'on sait. Pecco Bagnaia est en train de montrer que il la mérite, la moto. Mm. Donc si Jack Miller se ressaisit pas, faudrait qu'il arrête de tomber et de pousser les autres, quoi. Parce que sinon, au bout d'un moment, ça va être retour chez Pramac. Ou en Australie direct. Hein. Ce que j'allais dire, messieurs, je vous écoute. Donnez-moi votre avis sur Jack Miller. Allez, Yvan, je t'écoute. Bah, est-ce qu'on différencie l'homme de l'artiste? Parce que Allez, alors, je te propose qu'on juge pas l'homme parce que l'homme c'est compliqué de le détester. Il a l'air vraiment, ça a l'air voilà. d'être le mec le plus sympa de la terre. Mais Concentre-toi sur l'artiste. en pilote, ouais, bon, il est là depuis longtemps maintenant. Bon, bah, tu vois, on attend toujours qu'il confirme, tu vois, qu'il soit régulier dans les premiers. Et il y a toujours un truc qui va pas, tu vois, il y a toujours quelqu'un qui va plus vite que lui. Bah là, Bagnaia, il a l'air d'être plus incisif quand même. Donc moi méfiance quoi. Il peut faire une longue carrière comme ça, tu sais, finir cinquième, sixième au classement, c'est bien, mais
Bon, il y aura. Est-ce que Ducati va se contenter de ça? Je suis pas sûr. Hein. Surtout si Martin, bon bah là, Martin, pardon, il est tombé. Bon, tant pis, mais il fait quand même un podium la semaine dernière. Bon, voilà quoi. Enfin, il y a 2 semaines, pardon. Adrien, je t'écoute. Toi, un petit avis sur Jack Miller? L'artiste uniquement, pas l'homme, hein. Ouais, bah, je vais revenir un peu sur ce que vous avez dit. Il est vraiment en dents de scie, quoi. On le voit un petit peu, puis après, bah, on le voit par terre. Ou bah, faut qu'il, ouais, comme disait Yvan, Ducati aura pas la patience d'attendre, de qu'il se mette en route, quoi. Il est resté déjà longtemps chez Pramac. Maintenant, il est dans le team officiel. Donc c'est cette année, et il faut y aller, quoi. C'est Donc, le seul pilote Ducati. Non, j'ai peut-être dit une connerie à pas avoir fait de podium cette année, non? Alors écoute, sur les conneries, il tu a peux y pas aller, fait de hein. podium. Si on a la boîte à clapper, ce sera pas la première ni la dernière. Et cette année, bah non, c'est sûr, c'est le seul pilote Ducati à pas avoir fait de podium pour l'instant. Alors que c'est le plus. Ouais, c'est celui qui est en MotoGP depuis le plus longtemps. 6 ans. C'est 6 Ouais. ou c'est 7 censé quoi. être le Mm. fer de lance de Ducati. Bah ouais, non, il est. Ah, il dépanne bien, Zarco, ça. C'est peut-être le Ah dépanneur le oui. plus rapide du monde, mais bon, voilà. Ça fait léger quand même. Tout à fait. Donc voilà pour le cas Miller, on espère que ça va aller mieux pour lui parce que comme on dit, c'est un sympa, même si dans la vie ça ne suffit pas. Grosse bagarre Mir-Zarco, assez intéressante. On voit le problème qu'a la Suzuki, c'est une très bonne moto, mais alors par contre, quand il s'agit... Alors, problème qu'a la Suzuki, non. On voit l'avantage qu'a la Ducati, parce qu'à chaque fois, Mir passe dans le sinueux, et à chaque fois, Zarco lui met une tempête dans la ligne droite. C'est assez fou. Devant, Quartararo arrive pas à se débarrasser d'Alex Rins. C'est compliqué. Moi, je voyais même Rins. Pas mieux, mais vraiment en capacité de se défendre et d'aller lui contester la victoire. Sauf que, euh, un peu moins d'une dizaine de tours de l'arrivée, petite chute. Alors, petite chute, non, chute d'Alex Rins qui perd l'avant. Et visiblement, en fait, ça allait un peu trop vite pour lui. J'ai l'impression, j'aurais un peu envie d'avoir le même constat sur Rins que sur Miller. Alors, un peu moins exacerbé, bien sûr, parce que Rins a quand même déjà 3-4 victoires. Moi, c'est un pilote que je trouve très très fort, qui va très très vite, qui l'année dernière, sans sa blessure, aurait sans doute pu jouer le titre contre Mir. Mais on a l'impression que il y a quand même encore trop de chutes, trop d'irrégularités, notamment par rapport à son coéquipier. Adrien, je t'écoute. Est-ce que Rins, il est un peu trop abonné aux chutes lui aussi? Bah, il joue un peu de malchance. Après, aujourd'hui, ils étaient sur un très très gros rythme tous les deux. Parce que quand ils se sont échappés tous les deux, ils ont battu le record de piste chacun leur tour. Et à un moment donné, il y avait juste un millième d'écart sur le record de piste. Après, ils n'avaient pas du tout le même choix de pneus. Rins était en médium avant et arrière. Et Quartararo était en médium et hard à l'arrière. Donc le hard, on sait qu'il est plus efficace en fin de course. Et c'est là où est tombé Rins. Donc je pense qu'il forçait un peu pour pouvoir suivre le groupe et enfin suivre Quartararo, mais que du coup il a trop forcé et après ouais ça lui est un petit peu régulier les chutes comme ça quoi, en forçant. Je pense pouvoir dire que c'est la meilleure analyse qu'on ait eue depuis le début depuis l'invention de ce podcast. C'était incroyable. Je te remercie. Merci. Yvan, je t'écoute. Un petit mot sur Alex Rins. Est-ce qu'il est trop abonné aux chutes? Ouais, je pense aussi, et surtout, je le trouve pas assez incisif en bagarre. Il freine pas assez fort, alors il passe vite, mais il freine pas fort. Enfin, je sais pas comment expliquer, tu vois, il a toujours du mal à doubler, j'ai l'impression. Et du coup, c'est un peu compliqué, quoi. En MotoGP, faut y aller, quoi. Hein, on voit bien que Mir, lui, il se pose moins de questions, quoi. Alors, voilà. Alors, enfin, peut-être qu'il s'inquiète un peu, quoi, qu'il tombe moins pour essayer de. Ouais, parce que Mir, ouais, il va toujours être devant lui, quoi, au final, quoi. Je le trouve un peu meilleur, moi. Oh là, oh là, Ah, quand même. carrément. Bon, bah, si, Mir Ouais, ouais. meilleur que Rins, j'ai pas peur, hein, je te le dis. Non, non, non. Je suis en train de réfléchir. Non, non, c'est pas un blasphème, hein. Je pense que Mir est plus intelligent que Rins, qu'il a plus de sang-froid, c'est un meilleur stratège, Ouais, puis qu'il a plus une. bagarreur, hein, parce que Rins, c'est ce qui lui manque. Alors, à part quand il gagne à Silverstone contre Marquez, c'était bien, mais Ouais, bon. peut-être que Mir en a un peu trop de bagarreur, parce qu'on a vu ce qu'il a fait sur Miller il y a 2 semaines. On a vu cette semaine aussi, il y en a eu deux, trois qui étaient pas super non plus sur Marquez et tout. Il faudrait peut-être qu'il se canalise un peu.
Par contre, je pense que Rins a plus de vitesse pure que Mir. Ouais. Je trouve plus Voilà. régulier, moi, en course. Il va pouvoir maintenir un rythme de course constant s'il est bien, qu'il y a tous les paramètres, alors que Mir va être plus en dents de scie. Alors, c'est rigolo parce que moi j'aurais dit l'inverse complet. Ah Pour ouais? moi, ouais, Rins est capable a un tout petit peu plus de vitesse que Mir, mais il manque de régularité et des fois il n'est pas capable de rouler à 98% au lieu de 100 et il chute quoi. Ouais, mais Là où Mir, lui, Adrien, il parlait peut-être plus sur une course régulier, non? C'est ça? Ouais, je parlais sur une course. Parce que tu vois, Mir aujourd'hui, il a un peu plus fait l'accordéon, pendant que Rin s'était collé au basque de ah d'accord, Quartararo. C'est Ça, vrai. j'avais pas su- vu comme ça. Mm. Effectivement, on a déjà vu ça de Mir, des courses où ça commence pas très bien et il revient comme une fusée, où les courses il part très fort et après il s'effondre et ça revient très fort. Effectivement, peut-être que sur juste la distance d'une course, Mir a plus de régularité. Moi, je pense, enfin, mon diagnostic, qui est sans doute mauvais, mais au moins c'est celui-ci, Mir un- est plus intelligent, plus stratège, mais par contre, il a un tout petit peu moins de vitesse que Rins. Rins, il gagne un peu en régularité et je pense que c'est un contender au titre de champion. Hmm. Pas tous les ans, mais presque. Moi, le seul Voilà. truc qui me paraît toujours bizarre chez Rins, c'est son style de pilotage, sa posture sur la moto. Et je trouve qu'il a un style à l'ancienne. Il Ah a le ben haut c'est, du corps sur la moto, enfin c'est bizarre, ouais, il a un style vraiment atypique par rapport aux autres. mais Où, efficace. alors bah efficace c'est sûr, mais comme tu dis, ouais, il a le haut du corps qui sort pas complètement de la Hmm. moto comparé aux autres. Il a un style un peu à l'ancienne. Alors corrige-moi Yvan si je me trompe, peut-être que je vais dire une grosse bêtise. Ça me fait penser un peu au style de Norikabe Ah, j'étais pas prêt là. sur la moto. T'as pas cette impression? Ouais, il est droit quand même. Ouais, il danche. Ouais, il. Ouais, ouais. Alors, je parle pas de son style de moto, je te parle de son style physiquement sur la moto, la manière dont il se tient, ses postures et tout, ça me fait penser un peu à ça. Un peu droit, avec le haut du corps qui est pas complètement Oui. collé au Hmm. bitume et tout. C'est là-dedans que ça m'y fait Ah oui, penser. oui, oui, oui. Mais Oui. peut-être c'est blasphème, hein. Non, je croyais pour leur carrière ou tu vois des trucs comme ça. Oui, Non, non. non. Ah oui. Non, mais c'est ouais, ils se ressemblent un peu. Ouais, pour ça, ouais. Ouais. Alors, du coup, si Alex Rins se prévoit de faire la même carrière que dans EKB, je t'en supplie, ne monte plus jamais sur un scooter, Oui. Putain, oui. Hmm. s'il te plaît. Du coup, ben, il va chuter, laissant Fabio s'échapper vers la victoire, mais derrière, il y a une autre chute qui va vraiment nous attrister, celle de Johan Zarco qui va beaucoup trop forcer perdre l'avant. Je trouve que ça se sentait un petit peu, c'était beaucoup trop compliqué pour lui de contenir Mir. Derrière, il y a Bagnaia et Morbidelli qui revenaient comme des balles. Il avait l'air d'être d'un peu forcé et ça va être la chute. C'est assez dommage. On sait que c'est un circuit qui est pas vraiment taillé pour la Ducati. Et il y en a d'autres des circuits comme ça, notamment dans 2 semaines à Jerez, à Misano par exemple aussi. C'est pas un circuit fait pour sa moto. C'est des circuits où il faut qu'il sauve des points un maximum. Enfin, c'est facile à dire, hein, team canapé bien sûr, mais je pense que c'est des circuits où il doit se contenter de sauver des points, des top 5, des top 6, et tout donner sur d'autres circuits qui sont plus adaptés à sa moto, comme l'Australie n'importe quoi, comme l'Autriche, comme Catalunya par exemple, ou des choses comme ça. Donc voilà, chute de Zarco. Derrière, Bagnaia et Morbidelli reviennent comme des balles, surtout Bagnaia qui va déposer Johan Mir pour aller prendre la deuxième place. Mir finira troisième devant Morbidelli. Et Brad Binder qui fera un excellent cinquième. Alex Espargaro sixième avec son Aprilia. Chapeau. Marc Marquez septième. On va en reparler longuement. Alex Marquez huitième. Bastianini qui fait une super course qui termine neuvième. Et Takaaki Nakagami qui termine dixième devant l'excellent Maverick Viñales et sa onzième place. Messieurs, je vous propose qu'on parle tout de suite du revenant, parce qu'on n'en a pas encore parlé. Monsieur Marc Marquez qui a annoncé au lendemain du Grand Prix du Qatar qu'il était de retour. Il est revenu. Il a fait son week-end, il a été vraiment très fort. Troisième temps en FP1, sixième temps sur la grille. Derrière, il avait dit que ça allait être très dur parce que physiquement, il n'y était pas encore complètement. Il arrive à quand même à accrocher une septième place. Messieurs, je vous écoute. Après avoir vu son retour ce week-end, comment vous sentez le reste de la saison pour Marquez? Ouais, bien, hein, parce que il finit à quoi? 10 secondes, même pas, non, même pas. Alors, je vais te dire ça. Dans très peu de temps, il finit à 13 secondes 2. Ouais, ça va, hein. 9 mois de blessure, je pense il a géré, quoi. Il a pas cherché trop à attaquer. Enfin, à attaquer plus que ça, quoi.
il voulait surtout finir sur ses roues et gratter des points. Donc une 7ème place, c'est pas dégueu. Donc ouais, non, c'est bien. Moi, je m'attendais un peu mieux quand même. J'étais peut-être gourmand, mais bon, c'est quand même pas mal quoi. 7ème au bout d'un an. Les mecs derrière lui, ils sont pas en arrêt pourtant. Non, mais ils jouent pas ils font pas le même sport. Ils jouent pas dans la même catégorie. Adrien, je t'écoute. Après avoir vu ça, comment tu vois la suite de la saison pour Marquez? Bah, plutôt de bon augure, parce que son week-end, bah, comme vous l'avez dit, a été bon. Moi, je le voyais pas autant performer quand même, puisque bon, moi, j'ai pas regardé Dr House, je regardais H, mais c'est vrai qu'après ne pas avoir piloté pendant 9 mois, musculairement, parce qu'il a dit que son os allait bien, mais c'était musculaire ou c'était un peu plus compliqué. Je pensais pas qu'il allait pouvoir tenir tout ça. Bon, après, comme on en a parlé en off entre nous, les séances d'essai, c'est moins intensif. Mais pour le rythme de course, pour moi, j'étais quasi sûr qu'il allait pas finir la course. Il l'a fini, en plus 7ème. Donc c'est un bon week-end et je pense que la saison va être bonne pour lui, ouais. Mhm. Bah écoute, moi je suis plutôt de l'avis d'Ivan, je m'attendais à mieux, même si au final, parce que je pensais qu'il allait revenir vraiment au top physiquement. Il dit que musculairement son bras est un peu en dessous. Donc du coup, je pensais qu'il allait revenir vraiment à 100% et qu'il allait s'asseoir sur tout le monde. Ça n'a pas été le cas. On l'a vu faire des mouvements de bras tout le week-end, des étirements, des assouplissements de son bras, que c'était dur, on le voyait grimacer en rentrant dans le stand, donc vraiment c'était pas simple. Donc arracher cette 7ème place, c'est vraiment, vraiment beau. Il est rentré dans le stand, je sais pas si vous avez vu l'image, en chialant. Non, j'ai pas vu. Ah non, j'ai pas vu. Ah ben il enlève son casque, il s'assoit, il chiale. Tellement. Alors je pense qu'il n'y a pas que de la douleur, je pense qu'il y a aussi de la joie d'être de retour, parce il a Ouais. dû vraiment galérer pendant 9 mois. Donc Mm. là, c'était vraiment tout est sorti d'un coup. Petite nature. Fragile. Ah, le fragile. Donc non, moi je suis d'accord, ça annonce, attention, enfin que les autres en profitent. Hein. Moi je sais que je suis lourd avec ça, les gens ils me disent que je suis fou, mais on a oublié. Mm. Quand il va revenir vraiment bien, il va s'asseoir sous tout le monde. Je vous rappelle qu'il y a 9 mois, le mec, avant de tomber, il arrive quand même à être premier, se retrouver dernier, à redoubler tout le monde avant de tomber, tu vois. Donc, Après, il Mais y a aussi enfin, depuis, le. il s'est pété le bras. Il s'est pété le bras une deuxième fois en ouvrant une fenêtre. On n'est pas sur la même personne quand même. Et ouais, ouais. il Attention. y a la piste aussi qui doit pas aider, parce elle est spectaculaire pour nous, mais les freinages en appui, tout ça, c'est pas la piste la plus simple, je pense, aussi pour revenir, quoi. Donc bon, c'est bien. Hein. Ouais, et puis elle a l'air physique. Enfin, comme Voilà, tu le ouais, dis, voilà, physique, il n'y ouais. a pas de temps de repos. Non. Par contre, j'ai une mauvaise nouvelle pour lui. Il va enchaîner avec Jerez et Le Mans. Ouais, surtout Jerez, il va y aller mollo dans le premier secteur, là. Hop. Jerez, c'est quand même, il aura pas le temps de réfléchir, de se reposer non plus. Et au Mans, c'est un des circuits où il y a le plus de gros freinage, je pense. Hein, Ouais. Avec donc Motegi, ouais. Mm. va falloir gainer sur les bras, quoi. Ouais, mais il aura encore du repos supplémentaire, donc bon, Ouais. normalement, ça va être de mieux en mieux, quoi. Et là, déjà, c'est pas mal, donc. Je pense que Jerez, ça va être un peu mieux, mais à mon avis, ça va pas être. Mais à partir du Mans, voire Catalunya, je pense qu'il va commencer à être vraiment au top. Et il finit qu'à 13 secondes, hein, c'est même pas une demi-seconde par tour. Plus ou Eh moins, non, mais c'est ça. 13 secondes, déjà, Fabio a mis 5 secondes à tout le monde. Hein. Ouais, voilà, donc on va dire. Et Tito Mm. Rabat finissait plus loin En pleine avec, possession de ses moyens. voilà, exactement. Ah, puis il est pas tombé du week-end aussi, ça c'est. Parce que souvent il fait des petites chutes en Mm. poussant Il a failli toujours à quand même, hein. plus. Là, il a failli y aller plusieurs fois quand même, mais bon. En FP2, il a failli s'en mettre une belle, hein. Et puis on voyait même il tenait moins bien son train avant que à l'habitude. Tu sais, il était un peu raide aussi. Enfin, c'était vraiment une reprise. Très honnêtement, moi je pensais qu'il avait choisi de faire l'impasse sur les deux courses au Qatar pour revenir vraiment au top du top. Je crois qu'en fait, s'il a fait l'impasse sur les deux courses au Qatar, c'est parce qu'il pouvait pas les faire, tout simplement. Ouais. Par contre, il finit première Honda, quoi, donc c'est toujours aussi dramatique, quoi. Ouais, mais c'est parce que Bradle était pas là. C'est l'autre, il finit combien, Paul? Dans L'autre, les ah bah stands. il finit pas. Ah mince, bah voilà. Oh. Problème de frein arrière. Et il m'a fait mourir de rire. Il se qualifie 14e et il déclare quoi?
Non, mais je ne m'inquiète pas, j'ai le rythme pour jouer la victoire. Ou grosso modo, un truc comme ça. Ah non, Ouais, mais ben, il a mais chialé de rire. mais qui se méfie aussi de sa place, lui, hein, parce que je sais pas combien il a de temps de contrat, mais attention, hein, Ouais, s'il ouais, nous après, fait une saison nulle, pour ce qu'il fait bah, actuellement, voilà. Il ira chez LCR. l'avantage qu'il a par rapport aux pilotes Ducati, c'est que les deux pilotes de chez LCR sont pas magiques non plus, hein. C'est vrai, là. Ah Même non, mais, si Alex Marquez fait une course plutôt honnête en terminant 8ème. ouais, c'est vrai. Il fait une course plutôt pas mal. Messieurs, pour terminer, je vous propose qu'on parle de Maverick Viñales, Pourquoi qui faire? en part... qui en partant 12ème. Alors déjà, il a pas eu de chance, son tour a été annulé, je sais plus pourquoi. Ah oui, alors son tour a été annulé pour track limit, alors que tu vois la photo, ses pneus sont complètement dans les track limit. Donc là, il y a quelqu'un qui est bourré, je sais pas qui c'est, mais il faut vraiment arrêter. Donc pour le coup, là, il a vraiment pas de chance. Il fait un départ dramatique. J'ai l'impression qu'à chaque fois que je parle de Viñales, je dis dramatique à un moment donné, c'est fou. Ah, mais il a gagné en début d'année, la première course, c'est ça qui est fort, qui est bizarre avec lui, c'est... Alors, c'est ce qu'il a déclaré juste avant qu'on débute. J'ai lu une interview. Il comprend pas le delta de performance qu'il a entre les deux courses du Qatar où il gagne la première et où il est très très fort sur la deuxième. Et là où bah, c'est compliqué tout le week-end. Il est bien en qualif, mais bon, il se fait avoir par le règlement. C'est super. Il part 12, il se retrouve 20ème au premier virage. Il fait un départ. Ça n'a aucun sens. Et derrière, il n'arrive pas à remonter. Et il termine 11ème bah, parce qu'il a mis du temps. Avec un peu de temps, il a réussi à se mettre en route. Mais vraiment, c'est inquiétant. Mais nous non plus, on comprend pas si c'est pour répondre à sa question. Si lui comprend pas, on peut rien faire, hein. On peut pas l'aider, hein. Ah, surtout quand il y a son coéquipier qui gagne, quoi, c'est toujours... on les comparait tout de suite à lui, quoi, donc là, c'est ça le problème, quoi. Ouais, ouais. Mais il a déclaré, je ne m'occupe pas de ce qui se passe de l'autre côté du box. Bah, heureusement, frérot, parce que sinon tu vas faire des cauchemars, hein. Donc voilà, attention, Maverick Viñales, qu'on se ratait encore, mais bon, c'est moins vu le début de saison qu'il fait, on va dire que c'est pas trop inquiétant. Bon, il est passé à côté d'une course, c'est pas méchant. On pourrait parler aussi d'Alex Espargaro qui enfin se met en route. On en a parlé en bien sur les deux courses au Qatar. Là, il fait une super course encore. Il finit devant Marc Marquez. Si on m'avait dit ça il y a 12 mois, je pense que j'aurais fait un malaise de rire. Et il finit 6ème. L'Aprilia se met enfin à fonctionner. Alors moi, je vous pose la question. Est-ce qu'on est content pour Aprilia et Alex Espargaro? Ou alors est-ce qu'on se dit, putain, vivement qu'ils aient Dovizioso pour enfin faire des podiums, quoi. Un peu les deux. Parce que content pour lui, quand même, parce que, bon, je crois il a 220 départs, un truc comme ça, ou... Enfin, c'est pas mal, quoi, il a 2 podiums. Donc bon, Deux? 2 podiums, oui, oui, il a 2 podiums en carrière, hein, oui, oui. C'est rigolo, j'aurais dit un, moi. Un en Moto 2, et Ah un ouais, mais... en... Ah oui, ben, quand on en a que 2, on les compte, hein. Non, alors il a deux podiums en MotoGP et un en Moto 2. Ah, pardon. Putain, 3 podiums en 220 courses à peu près, ou 180, enfin... Alors 179 courses en MotoGP. Ouais, bon, pardon, ouais, je suis un peu... Ouais, enfin, c'est un peu... Et deux hein, pôles. il serait pas espagnol, hein, on le verrait plus, quoi, malheureusement. Bah, alors il y a plein de gens qui me disent oui, il a pas de chance, il a jamais eu de moto. Il a jamais eu de bonne moto. Et là, j'aimerais beaucoup t'entendre, Yvan, là-dessus. Eh ben, il a eu la Suzuki avec Vignales pendant 2 ans, et Vignales fait une victoire avec, et 3 podiums, et lui fait un podium avec, voilà, donc... moto égale, en plus Vignales était débutant, ou Hmm. ouais c'était sa deuxième saison, donc bon, alors oui il a peut-être pas eu toujours une très bonne moto, mais il en a une, et il en a pas profité, parce qu'il fait 10 et 11 je crois, Ouais. voilà, donc bon bah ouais, hein. À un Après, les, moment, les gens viennent me dire, ouais, il a jamais eu de bonne moto. Mais s'il a jamais eu de bonne moto, c'est peut-être parce qu'il a jamais montré qu'il méritait d'avoir une bonne moto. bah le problème, j'ai regardé même en moto 2, il est monté, je crois, il était 13 ou 14e du classement en moto 2, il est monté en moto GP. Après, c'est vrai que quand il est Pourquoi arrivé en MotoGP, il avait une CRT, la Yamaha Forward, je crois, un Oui, truc comme ça. Et oui, là, oui. par contre, quand il était sur cette moto, il faisait des bons résultats pour à la PAC. Parce que clairement, à l'époque, c'était un gros tréteau. C'était des gros tréteaux, les CRT. Ah oui, Il arrivait oui. à faire des bons résultats. Après, on traite, alors souvent sur les réseaux sociaux, on traite de hater de Alex Espargaro. En même temps, c'est vrai. C'est pas mon pilote préféré. Après qu'on dise les choses. Quand il y a des gens qui viennent qui disent il est sous-coté, il est vraiment trop fort et tout. Mais non, Alex Espargaro, il est pas sous-coté.
c'est un très bon pilote qui, aujourd'hui, avec ce qu'il est en train de faire sur la Prila depuis le début de saison, montre, effectivement, si on avait pu se poser la question, il montre qu'il peut avoir sa place en MotoGP. Par contre, qu'on vienne pas me dire que s'il avait la Ducati ou la Yamaha, il serait candidat au championnat du monde. Non. Non. Enfin, là, pour moi, Alex Espargaro, c'est un bon deuxième pilote, je pense, sur une bonne Oui, équipe, oui, oui. qui peut t'apporter des points parce qu'il est assez régulier, qui tombe pas beaucoup, il faut le dire, par rapport à son frère. Bah, c'est vrai. Mais par contre, ça peut pas être ton pilote numéro un quand t'es une équipe factory qui vise des résultats. Parce que là, il est un peu juste pour faire ça. Le problème, c'est que même quand il pleut, en général, un mec qui a une moto moins bonne, bah, il profite de la pluie souvent pour ça nivelle les performances, tu vois. Exactement. Bah, il y a jamais eu vraiment de coup d'éclat. Enfin, 2-3 podiums en tout en carrière, c'est juste quoi sur 220. Ouais, je suis d'accord avec toi. La pluie, c'est un bon révélateur en léger. général. Parce que ça nivelle les perfs à tel point que c'est vraiment le pilote qui fait la diff, à tel point que quand en général il pleut, Marquez met une volée à tout le monde. Oui, voilà. Ça montre aussi un mec comme Petrucci qui a du talent mais qui arrive à se montrer sous la pluie. Alex Espargaro, ça n'a jamais été le cas. Donc moi, pour terminer là-dessus, parce qu'on va pas faire tout l'épisode sur lui, je trouve que c'est un bon pilote, mais que on surévalue un peu, justement, au lieu de le sous-évaluer. C'est un bon pilote, un bon deuxième pilote dans un bon team, mais c'est pas un Ouais. mec qui pourra jouer le titre, même avec une bonne moto. Bah, on verra l'année prochaine ou peut-être en cours d'année quand Dovi va prendre la place à Savadori. Désolé, mais bon. Du coup, on va voir à ce moment-là, avec un pilote qui est dit plus fort que lui, comment ça se passe, quoi. Ah oui, alors peut-être. Alors effectivement, t'as raison. Quand si Dovizioso fait une année ou une pige sur l'Aprilia, ça sera un révélateur. Est-ce que on a tous sous-coté ou est-ce qu'on a tous sur-coté Alex Espargaro ou est-ce qu'au contraire on l'a bien coté? Moi, je demande qu'à voir. Mais pour le coup, bon, j'ai pas trop peur. Messieurs, est-ce que vous voulez qu'on parle de Valentino Rossi ou est-ce que ça va vous faire du mal? Non, on arrête. On peut parler de son frère qui a fait une C'est vrai. bonne qualification et une course honorable, quoi. Ouais, son frère qui se montre un peu. Moi, je l'attendais pas trop. Il fait une bonne qualif. Il part 10, je crois. Et il finit 12. Donc, il fait une course plutôt honnête. Je suis assez d'accord En avec ça. progression, quoi. Ouais. Bastianini Ça aussi a progresse, fait une donc, bonne c'est bien. course, je crois. Bastianini, 9ème, alors que lui, il partait Ah moins ouais, bien non, que ça. Franchement, Bastianini, ça fait, depuis le début, il montre qu'il a ce qu'il faut, hein. Donc, Bastianini, moi, je suis assez étonné aussi. Est-ce J'attendais que mieux. Ducati, parce que l'année prochaine, s'ils perdent le team Avincia qui sera plus chez Ducati ou qui disparaîtra tout bonnement, on fait quoi de Bastianini, quoi? Est-ce qu'on le prend chez Pramac ou alors est-ce qu'on l'abandonne, quoi? Est-ce qu'on le laisse partir à la concurrence? Mais chez Pramac, tu veux le mettre à la place de qui? Bah, si Zarco monte ou Martin monte dans le Alors, team. si Zarco monte et Martin monte, d'accord, mais ça veut dire que tu tèges Jack Miller pour mettre Enea Bastianini, toi? Bah, t'es Ducati, tu prends qui? Un espoir qui a 23 ans, champion du monde Moto 2 qui peut monter, ou alors un mec qui déçoit depuis longtemps, quoi. Qui est bien, mais bon. Ouais, mais des Ah, fois, là- il peut gagner. Mais on sait pas quand. Ouais, mais le problème c'est que Miller, sa dernière victoire, enfin sa seule victoire en MotoGP, c'était à Assen en 2016. Donc, Ouais, sous la pluie, non? donc bon. Ouais, voilà. Mais depuis, il a plu plusieurs fois quand même. Hein. Voilà. Non, mais... Ouais. Enfin, Non, moi, je mais sais pas. Moi, je suis à la place de Ducati, je m'interrogerais fortement, quoi. je suis d'accord. Entre les deux. Je suis d'accord. Après, il va falloir que Bastianini montre vraiment de belles choses pour que Ducati réfléchisse à Oui. Tej Miller, parce que Miller, c'est quand même une valeur sûre, entre guillemets, il va vite, il est performant. Oui, oui. Tu sais que Ah tu oui, peux il pas, attaque toujours. Ouais, voilà. ouais, ça, oui. Tu sais que tu peux pas compter sur lui. Je pense que tu peux pas compter sur lui pour gagner un titre, parce qu'il manque trop de régularité. Mais de là à le sortir pour Bastianini, je pense pas. Bastianini, je le verrais plus partir chez Petronas, moi. Ouais, À la oui, place ça, de oui, non, mais Rossi. après, oui. Ouais. Ouais, Bah, ça, Rossi, je pense que il va arrêter. Hein. allez, bah, écoutez, Bah, il parlons-en, faut. messieurs. Je vous propose qu'on souffre tous ensemble. On se prend dans les mains. Course qualification catastrophique. Il part 17ème. Il fait une course. Alors, le problème, c'est que tout le monde dit ouais, c'est dommage. Rossi faisait une belle course. Putain, il était 12ème. Arrêtez de me. Enfin, c'est pas une belle course, quoi.
Alors Là, oui, il a gagné des places. il fait une course moins nulle que ses qualifications. Youpi, on est en train de se satisfaire de ça d'un mec qui a gagné 9 titres. Ça me rend fou, quoi. Donc, ouais, moi je suis déprimé. Il tombe parce qu'il force, il tombe de l'avant, il chute de l'avant. Moi je pense que. Est-ce que c'est la saison de trop? Non. Parce que ce sera jamais la saison de trop de Valentino Rossi. J'en ai rien à foutre. Même à 75 ans, je serais content de le voir sur la grille de départ. Je suis d'accord, moi aussi. Est-ce qu'il va s'arrêter à la fin de cette saison? Bah. Pour Moi, je l'instant. pense, mais bon. Pour Pourquoi l'instant. pas, il a dit qu'il voulait continuer, hein. Ouais. Après, En même temps, il y a pire comme boulot, tu vois, c'est pas monter des parpaings, tu vois, bon, voilà, quoi, ça va. Oui, d'accord. Mais Tu voyages, t'as tout le monde qui t'applaudit, tu vois. Alors, c'est dommage s'il part sur une année où il y a personne dans les tribunes, c'est un peu moche, ça. Donc, ça, je suis d'accord avec ça. Razlan Razali, le patron de Petronas, a dit que lui, il était très très content d'avoir Valentino Rossi dans son équipe. Tu m'étonnes. Sauf qu'en fait, ça a beau être Valentino Rossi, quand il va commencer à finir 18ème à chaque course en se battant avec Lecona et Savadori, ça va lui casser les couilles à Razlan Razali, tu vois. Donc, et puis Razali, il a pas de moto à vendre, lui. C'est pas comme Yamaha, tu vois. c'est vrai, c'est vrai. Donc, effectivement aussi, il y a un Bastianini, un Bezzecchi, un Raoul Fernandez d'éventuellement disponible avec qui tu peux discuter. Gardner, Rémi ouais. Gardner. Alors, Rémi Gardner, je l'aime bien, mais je sais pas si je vire Valentino pour le mettre à sa place quand même. Bah, après, Non, quand Fernandez, même pas, mais... s'il devait monter, je pense qu'il irait chez Tech 3 pour commencer, Ouais, peut-être. on pensait de ça de Ouais, Jorge je pense... Martin aussi l'année dernière. Hein. C'est vrai. D'ailleurs, les deux de chez KTM, va falloir s'inquiéter, Petrucci et Lequena, attention, là, hein, c'est l'année prochaine, ils sont capables de les virer les deux, et voilà, hein. Puis c'est Bah, tout, à mon hein. avis, KTM prend le chemin de virer les deux pour mettre Mm. Garner et Fernandez. Ouais, moi je pense, hein. Ils sont de la même équipe. Ils ont perdu Martin déjà, donc Mm. ils Mais vont éviter de perdre tous les espoirs, quoi. il paraît que ça commence déjà à discuter avec Fernandez et les autres équipes. Hein. Donc, Ah, ça mais va ça aller vite, m'étonne à pas, mon hein. avis, les transferts, hein. Voilà, donc KTM, faut pas qu'il se trompe. Et si jamais t'es Razlan Razali, alors je vous pose la question, messieurs, t'es le patron de Petronas, il y a un mec comme lui qui est en train de montrer qu'il casse tout, et à la côté de ça, t'as Valentino Rossi qui fait ce qu'il fait, qui a beau être Valentino Rossi, il est en train de faire un début de saison catastrophique. Est-ce que t'essaies pas d'aller lui parler à Raoul Fernandez? Yvan, je t'écoute. Ah bah oui, moi oui. Mm. Parce que Rossi, après, il a aussi l'optique de monter son team qui est déjà presque là, quoi, avec son frère, les couleurs Sky, là. Hmm, Donc peut-être que ce serait justement la bonne année où, tu vois, s'en ouais, aller, quoi. moi Ou alors il peut piloter dans son team, hein. Ouais, alors là, Être le deuxième pilote avec son frère, tu sais, quand ça peut être un truc, hein, sur une Suzuki par exemple, ils en parlent de ça, donc oh là là, ça me ferait ça marre. serait pas dégueulasse, quoi. Oh ouais, d'accord, Ah, mais bon. Enfin, si les bah, résultats se suivent comme ils sont en train de faire, putain, les gens oui, ils non, vont me mais oui, traiter oui. de hater de Rossi. Non, 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 je l'adore. Calmez-vous, c'est mon pilote préféré. Mais à un moment donné, il faut se poser les bonnes questions, quoi. Oui, non, mais moi c'est pour ça, je préférerais qu'il s'arrête cette année, peut-être à la fin, Hmm, et voilà, quoi. Et monter son team et devenir le manager, et voilà, quoi. ouais. Je suis d'accord avec ça. Au pire, Messieurs, j'aimerais bien le voir tenter. Allez, ça va peut-être pas vous plaire, j'aimerais juste le voir tenter une année en Superbike, voir. Oh, Et après, stop. jamais de la vie, viva. Il alors, les connaît même pas, les mecs, quoi. je pense qu'ils s'en bat les reins. Il y a une histoire là-dessus aussi. Bah, écoute, compte-la nous, Père Yvan. C'était. Ouais, mais je pense que vous l'avez vu, l'anecdote, c'était dans le film Faster, c'est ça? Faster, ouais. Fast test. Fastest, voilà, ouais. C'est mieux. Et du coup, quand il se casse la jambe la première fois, Ah, je l'ai, ouais. Mugello en 2010, ouais, 2010, ouais, et que il reprend la moto à Brno, c'est ça, là, une R1 Superbike, là, il est en béquille, et il fait le meilleur temps, voilà. Alors, enfin, il est en non officiel, hein, mais bon. Alors pour préciser l'histoire, effectivement, il s'est pété la jambe au Mugello. 28 jours plus tard, en béquille, il va à Brno avec le team Yamaha qui sort d'un week-end de Superbike. Et le lundi, il fait 25 tours ou 30 tours. Et il fait un meilleur temps que la pole du samedi, je crois. Et je sais plus quel pilote c'était, enfin un truc comme ça. Donc ouais. Enfin, alors,
Une année en Superbike, moi, alors, s'il l'a fait, au moins on va la regarder, l'année Superbike, ça c'est sûr. Ah là ouais, là je m'abonne. Par contre, moi, ce que j'aimerais bien voir faire, c'est des petites piges. Alors, il le fera, mais en voiture, mais je le vois bien rouler au Mans, par exemple, aux 24 heures, tu vois. Genre, tu sais, En voiture? non, alors en voiture, c'est sûr, il va le faire, mais en moto, parce que ça, c'est par exemple, c'est quelque chose qui, c'est pas un engagement sur le long terme, tu vois. Ouais, C'est ouais. juste, Mm. enfin, une course comme ça, un team, il monte un petit team pour aller faire de l'endurance et il y va une fois de temps en temps et tout. Je le vois éventuellement continuer à faire des petits trucs comme ça. Mais c'est sûr, quand il va arrêter, on continuera de le voir. Il a dit qu'il ferait les 24 heures du Mans en voiture. Enfin, il continuera à faire des choses, quoi. Mais en Superbike, Bah, moi je le vois bien en championnat de France Super Sport 300. Ça va être magnifique. non, mais le Superbike, le problème, c'est qu'il y a. Je pense que ça l'intéresse pas de. C'est en plus, faut qu'il y aille pour être sûr de gagner. S'il gagne pas, ça lui fera plus de Bah, mal. sa fin de carrière sera c'est- nulle, quoi, c'est sûr. Ouais, voilà, ça fait plus de mal que de bien. Donc, Après, je veux pas manquer de respect au Superbike, mais s'il y a Rossi qui vient, même à 43 ans, ça va pas bien se passer pour Johnny Ray, je pense, hein. bah, j'espère. C'est là qu'il gagne pas. Putain, merde, on va dire. Putain, ah là. Ouais. Après, ça dépend beaucoup de la moto aussi, parce que Oui. je crois que la Yamaha en Superbike, elle est Bon, pas non, elle est pas super, mal, quoi. elle est pas mal. Parce que il y Ouais. a Radziatoglou. Et Garloff. Ouais, voilà, Garrett. Ils Hmm. finissent 3-4, un truc comme ça souvent. Donc, et ils jouent des victoires. Hmm. Donc bon. À voir. À voir, à voir. Messieurs, je pense qu'on est plutôt pas mal, à moins que vous ayez quelque chose d'autre, mais sinon, je pense qu'on va conclure. Est-ce que vous êtes bon? Ouais. Eh bien, écoutez, on vous remercie énormément de nous avoir écoutés. Pour rappel, on est présent après chaque Grand Prix, si on a de l'énergie et la motivation, donc à voir, hein. Pour nous retrouver les réseaux sociaux, Twitter, Facebook, le Nurchi du MotoGP, et pour nous écouter, Spotify, Deezer, YouTube, Apple Podcast. N'hésitez pas à venir nous parler, à venir nous interpeller. Si vous êtes fan d'Alex Espargaro ou au contraire si vous détestez Valentino Rossi, n'hésitez pas à venir nous insulter, nous ça nous fait plaisir. Messieurs, je vous remercie, puis je vous dis à dans 2 semaines après le Grand Prix de Jerez. À dans 15 jours. À bientôt. Merci, bisous. Voilà. This is my passion. I love ride and race motorcycle.